Nous sortons d'une pandémie de Covid-19 qui a plombé l'économie de plusieurs pays. Le monde est bouleversé par de nombreuses guerres et conflits. L'économie mondiale se porte mal. Les salaires de la classe moyenne stagnent depuis des décennies. La technologie bouleverse tant de secteurs que nous ne savons même pas si nos emplois existeront demain. Tous ces risques sont présents dans la vie de beaucoup d'investisseurs dans le monde. Comment pourrait-on oser parier de l'argent sur le marché boursier? Nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, vous savez. Tout d'abord, il ne s'agit pas de parier lorsque vous avez les bons outils et les bonnes connaissances. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire d'être devin pour faire fortune en bourse. Ce livre est un excellent point de départ pour votre parcours financier, si vous êtes novice en matière d'investissement ou si vous avez de l'expérience, mais que vous avez soif de plus de sagesse. Il éliminera votre peur du marché boursier et la remplacera par des outils et des connaissances, ce qui vous aidera à faire fructifier votre patrimoine sur des bases solides et sûres, afin que vous puissiez avoir l'esprit tranquille pour votre famille et votre future retraite. Ici le titan cuirassé, pour partager avec vous 5 grands enseignements que j'ai tirés dans ce livre après l'avoir lu, qui expliquent les règles simples pour investir de manière sûre et rentable. Premier enseignement, il faut d'abord savoir que la plus grande menace pour la sécurité financière est la sortie du marché. Dans le cas du premier type d'investissement, les actions, peu de gens osent se lancer par peur, tandis que d'autres sont tentés d'essayer mais, craignent toujours de perdre de l'argent s'ils entrent sur le marché au mauvais moment. Sans plus attendre, voyons ce qui se passe lorsque l'on entre sur le marché boursier au mauvais moment. Supposons que 2 investisseurs, Madame Parfaite et Monsieur Malchanceux, investissent tous deux $2000 tous les ans pendant 20 ans à partir de 1993. Madame Parfaite a beaucoup de chance, elle investit le jour où le marché est à son plus bas niveau chaque année et le fait parfaitement pendant 20 années consécutives. Quel est son rendement final? 87,004 $. Monsieur Malchanceux, quant à lui, a un peu moins de chance, pendant 20 années consécutives, il a investi le jour où le marché était au plus bas, produisant ainsi le rendement le plus faible chaque année. Quel est son rendement final? 72,487 $. Ce fait peut être très différent de ce à quoi nous pourrions nous attendre. Malgré 20 années consécutives de malchance, Monsieur Malchanceux a tout de même gagné beaucoup d'argent. Mais si vous étiez un monsieur attente qui avait peur du marché boursier, quel aurait été votre profit final pendant ces 20 années, avec de l'argent liquidé en attendant sur la touche? 51 291 $. Ces chiffres montrent que le marché boursier a connu de nombreux hauts et bas au cours des 20 dernières années, mais que la tendance générale est toujours à la hausse sur le long terme. Même si vous n'avez pas de chance, comme Monsieur Malchanceux, cela représente un rendement bien supérieur à celui que vous obtiendriez en restant à l'écart. L'essentiel est de rester sur le marché suffisamment longtemps pour obtenir des rendements élevés à long terme. Dans la pratique, cependant, de nombreuses personnes s'efforcent de prédire les mouvements du marché boursier et continuent d'acheter et de vendre jusqu'à ce qu'elles finissent par découvrir que leurs rendements sont loin d'être idéaux. La vérité est qu'il est impossible de prédire efficacement les mouvements du marché boursier à court terme, mais qu'il existe des schémas spécifiques sur le long terme. Examinons quelques chiffres concernant les corrections. Certaines corrections du marché, apparemment erratiques et anxiogènes, indiquent que le marché chute d'au moins 10% par rapport à son sommet. Lorsque la correction est si importante et que le marché chute de 20% ou plus par rapport à son sommet, il s'agit d'un marché baissier. Depuis 1900, les corrections se produisent en moyenne une fois par an et durent en moyenne 54 jours. Sur l'ensemble des corrections, 80% rebondissent et pas plus de 20% se transforment en marché baissier. En revanche, les marchés baissiers se produisent en moyenne tous les 3 à 5 ans et durent plus ou moins longtemps. Sur les 14 marchés baissiers les plus récents, certains ont duré 1 mois et demi et un autre près de 2 ans, la durée moyenne étant d'1 an. La bonne nouvelle, c'est qu'un marché haussier a suivi tous les marchés baissiers de l'histoire des États-Unis, sans exception. Si vous encaissez des liquidités par panique lors d'une correction du marché ou d'un marché baissier, vous manquerez probablement le rebond du marché et perdrez beaucoup d'argent. Dans les pires cracks boursiers, l'indice S&P 500, un indice de 500 actions cotées en bourse aux États-Unis, créé et géré par S&P Global Rating, chute en moyenne de 33%, et dans plus d'un tiers des marchés baissiers, les fonds indiciels plongent de plus de 40%. Si vous vendez à ce stade, vous aurez peut-être l'impression d'avoir été mordu par un grizzly. Deuxième enseignement, méfiez-vous des frais cachés coûteux dans vos investissements. Pour l'investisseur moyen, il est difficile et risqué de sélectionner plusieurs actions ayant un potentiel d'appréciation parmi plus de 40 000 actions. En revanche, les fonds cotés en bourse peuvent constituer une option raisonnable et simple pour vous aider à réduire le risque global de votre investissement.
Ils peuvent sembler être une bonne option, mais en réalité, ils ne sont pas aussi bons qu'on le dit, car ils cachent des pièges à frais. En ce qui concerne les frais liés à la détention d'un fonds coté en bourse, les conseillers en investissement vous diront souvent qu'ils sont généralement compris entre 1% et 1,5% par an. Mais ce n'est qu'un début. En 2011, le magazine Forbes a publié un article intitulé The Real Cost of Owning a Mutual Fund, le coût réel de la détention d'un fonds commun de placement, révélant le secret selon lequel, outre les taux de base des fonds, il existe des frais par transaction qui s'élèvent à environ 1,44% par an, ainsi que des frais d'impôt sur le revenu estimés à 1% par an, et d'autres dépenses qui peuvent s'élever à 4,17% par an. À première vue, cela peut sembler peu, et vous pouvez vous dire, ce n'est qu'une question de 3 ou 4%. Eh bien, préparez-vous, il ne s'agit pas d'un montant minime. En comparaison, c'est 60 fois la commission de gestion d'un fonds indiciel, qui s'élève à 0,05% par an. C'est comme si vous étiez au Starbucks et que la tasse de café de quelqu'un coûtait 4,15 $, alors que vous payez 60 fois plus, 249 $ pour une tasse de café. Vu sous cet angle, cela ne vous semble-t-il pas encore un petit montant? En quoi les frais jouent-ils un rôle important dans la gestion financière? Prenons un autre exemple. Tous deux âgés de 35 ans, Joe et David sont prêts à mettre de côté 100 000 $ pour investir. Au cours des 30 prochaines années, chacun d'eux réalise un rendement annuel moyen de 8% par an. La seule différence est que Joe le fait en investissant dans un portefeuille de fonds indiciels qui lui coûte 0,5% par an, en frais, tandis que David a des fonds gérés activement qui lui coûtent 2% par an. Ainsi, à l'âge de 65 ans, les 100 000 $ initiaux de Jean sont passés à combien? 865 $. Et que sont devenus les 100 000 $ de David? 548 $. Tous deux ont le même capital de départ et le même taux de rendement annuel. La seule différence réside dans les frais qu'ils ont payés, qui diffèrent de moins de 2 points de pourcentage, ce qui fait que Joe a gagné 58% de plus et que son épargne retraite est supérieure de 317 000 $. La vie des deux hommes commencera également à diverger en conséquence. Si, une fois à la retraite, les deux hommes commencent à retirer de l'argent de leur compte pour maintenir leur style de vie, David peut retirer 60 000 $ par an, et, à l'âge de 79 ans, il aura dépensé tout son argent. En revanche, Joe peut retirer 80 000 $ par an et son argent durera jusqu'à l'âge de 88 ans. Bien sûr, certains diront que les deux hommes doivent avoir des taux de rendement différents dans la réalité. Les fonds gérés activement par David sont gérés par des professionnels capables d'évaluer efficacement les mouvements du marché et produiront d'ONC sans aucun doute des rendements plus élevés que le fonds indiciel de Joe. Même s'il coûte un peu plus cher, le jeu en vaut-il la chandelle ou pas? Le contraire est vrai. Non seulement les fonds gérés activement facturent des frais élevés à leurs clients, mais leurs performances à long terme sont relativement médiocres. C'est terrible. C'est comme si vous aviez payé 249 $ pour une tasse de café, mais que le lait avait tourné. Robert Arnault, fondateur de Research Affiliates, a étudié les performances de 203 fonds communs de placement gérés activement sur une période de 15 ans. Seuls 8 d'entre eux ont dépassé l'indice S&P 500, soit moins de 4%. Warren Buffett estime également que la quasi-totalité des fonds gérés activement sous-performent les fonds indiciels sur le long terme. C'est pourquoi il a parié $1 million avec une société new-yorkaise, Protégé Partners, que 5 de ses meilleurs gestionnaires de fonds spéculatifs seraient incapables de battre l'indice S&P 500 sur une période de 10 ans. 8 ans plus tard, le magazine Fortune indiquait que les fonds spéculatifs n'avaient progressé que de 21,87%, alors que l'indice S&P 500 avait augmenté de 65,67%. Au même moment, Warren Buffett a annoncé qu'il avait stipulé dans son testament que l'argent détenu en fiducie pour sa femme devait être investi dans des fonds indiciels à frais réduits après sa mort. Troisième enseignement, un conseiller financier peut vous aider grandement dans votre cheminement vers la richesse. Bien entendu, si vous avez besoin d'un conseiller en investissement par manque de temps ou par manque de familiarité avec les marchés, comment en trouver un qui soit à la fois digne de confiance, avisé et sophistiqué? Il existe environ 310 000 soi-disant conseillers en investissement aux États-Unis. En fait, 90% d'entre eux sont des courtiers qui, pour percevoir des commissions de vente élevées, peuvent ne pas vous recommander les meilleurs produits, mais plutôt vous vendre en priorité les plus chers. Les 10% restants sont des conseillers en placement agréés. Plutôt que de percevoir une commission sur les ventes, les conseillers en investissement agréés reçoivent une rémunération fixe pour leurs conseils en investissement ou une rémunération basée sur un pourcentage des actifs d'investissement du client. Comme les médecins et les avocats, ils ont des devoirs fiduciaires et des obligations légales et sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leurs clients à tout moment.
Par exemple, selon la loi, si votre conseiller en placement agréé vous dit d'acheter des actions d'Apple un matin et qu'il achète les mêmes actions l'après-midi à un prix inférieur, il doit vous donner ses propres actions parce qu'il doit avoir vos intérêts à cœur. Alors, suffit-il de trouver de tels conseillers et tout est bien qui finit bien? Non, car les conseillers en investissement enregistrés ne perçoivent qu'une commission fixe, alors que les courtiers peuvent réaliser d'énormes bénéfices en promouvant des produits d'investissement auprès du public. Par conséquent, la plupart des conseillers en investissement enregistrés ont le double statut de fiduciaire et de courtier. Ils sont d'abord des conseillers en investissement qui vous offrent des conseils d'investissement sous serment, puis ils se transforment en courtier et commencent à vous vendre des produits d'investissement. À ce moment-là, en tant que courtier, il n'est pas tenu d'adhérer aux normes d'un conseiller, de sorte qu'il n'y a tout simplement aucun moyen d'obtenir d'eux des conseils qui tiennent véritablement compte de vos intérêts. Nous devons rechercher les 1,6% de fiduciaires purs, soit environ 5000 d'entre eux, qui restent en dehors des conseillers en investissement enregistrés. Comment les trouver? Le livre propose plusieurs méthodes spécifiques. Premièrement, vous devez vérifier les références du conseiller en investissement et confirmer qu'il s'agit d'un fiduciaire indépendant qui n'est pas guidé par les intérêts d'une tierce partie. Deuxièmement, demandez à la personne quelles sont ses idées d'investissement et assurez-vous qu'elle peut vous fournir une gamme de services, y compris des stratégies d'investissement. En effet, les besoins d'un individu en matière d'investissement et de gestion financière diffèrent selon les étapes de sa vie. Par exemple, à ce stade, vous vous concentrez sur les investissements. Cependant, en vieillissant, vous devrez peut-être mettre en place des plans pour l'éducation de vos enfants, votre retraite ou votre succession, et il est donc préférable de trouver quelqu'un qui puisse élaborer ces plans avec vous. Troisièmement, en tant que partenaire et allié à long terme, vous devez vous assurer que votre conseiller en investissement a servi des clients comme vous, qu'il a obtenu des résultats exceptionnels et qu'il est en mesure de vous comprendre personnellement. Quatrième enseignement, suivez les 4 principes fondamentaux. Presque tous les grands investisseurs sont guidés par 4 grands principes. Nous les appellerons les 4 piliers. Ces 4 modèles peuvent être des outils puissants pour augmenter la probabilité que vous atteigniez vos objectifs financiers. Principe de base numéro 1, ne pas perdre. Alors que de nombreuses personnes se concentrent sur des questions telles que « Comment puis-je gagner de l'argent ? Comment obtenir le rendement le plus élevé possible ?» Les grands investisseurs se posent la question suivante, comment éviter de perdre de l'argent? Ils le font pour une raison simple, plus vous perdez d'argent, plus il sera difficile de revenir au point de départ. Illustrons cette affirmation. Supposons que vous ayez investi 100 000 $ et que vous ayez perdu 50%, soit 50 000 $. Pour récupérer ce que vous avez perdu, vous devez donc réaliser un bénéfice de 100% sur ce qui reste. C'est ce qui explique la célèbre citation de Warren Buffett à propos de ses 2 premières règles d'investissement. Première règle, ne jamais perdre d'argent. Deuxièmement, ne jamais oublier la première règle. Pour Paul Tudor Jones. La défense est 10 fois plus importante que l'attaque. Il faut être très conscient des conséquences néfastes à tout moment. Principe de base numéro 2, risque et récompense asymétrique. L'auteur Tony Robbins explique dans ce livre qu'il est courant d'entendre dire que pour obtenir de grands rendements, il faut prendre de grands risques. Cependant, les meilleurs investisseurs ne se laissent pas emporter par ce mythe. Ils recherchent plutôt des investissements qui offrent des risques-récompenses asymétriques, une façon sophistiquée de dire que les récompenses dépassent de loin les risques. Cela signifie qu'ils cherchent toujours à minimiser les risques. Paul Tudor Jones applique ce principe avec sa règle des 5 pour 1. Jones risque $1 pour en gagner 5. Selon lui, la règle du 5 pour 1 permet d'avoir un taux de réussite de 20%. En fait, je peux être un vrai salaud. Je peux me tromper 80% du temps et pourtant je ne perdrai pas. Mais comment est-ce possible? Supposons que Jones fasse 5 investissements, d'1 million de dollars chacun, et que 4 d'entre eux échouent, au total, il aura perdu 4 millions de dollars. En revanche, si le 5e investissement est un succès, il gagnera 5 millions de dollars. Imaginons maintenant que Paul réussisse 2 investissements, il aura 10 millions de dollars de bénéfices. En d'autres termes, il peut faire des bénéfices même s'il se trompe 60% du temps. Bien entendu, le rapport de 5 contre 1 est l'investissement idéal pour Paul. Son objectif est plutôt de parvenir à un rapport de 3 contre 1. L'idée principale est qu'il recherche toujours des risques limités et des rendements élevés. Principe de base numéro 3, efficacité fiscale. Tony Robbins attire l'attention sur les impôts, qui peuvent éliminer 30% ou plus du rendement de vos investissements. Selon l'auteur, les sociétés de fonds communs de placement aiment divulguer leur rendement avant impôt,
cachant la réalité qu'il n'y a qu'un seul chiffre vraiment important, le montant net que vous pourrez réellement conserver. Ne pas tenir compte de l'impact des impôts et des taxes sur votre retour sur investissement ne peut que vous conduire à l'auto-illusion. C'est une habitude coûteuse en matière d'investissement. Supposons que vous ayez un fonds commun de placement qui rapporte 8% par an. Après déduction des frais de 2% par an, il vous reste 6%. Mais si le fonds a un volume de transactions important, tous les gains à court terme seront imposés au titre de l'impôt sur le revenu ordinaire. Votre revenu de 6% par an sera alors réduit à 3%. Cependant, l'effet de l'inflation reste à prendre en compte. Supposons qu'elle soit de 2% par an, votre revenu vient d'être réduit à 1%. Dans ces conditions, vous pourriez atteindre la liberté financière à 120 ans. Il faut donc être très malin en matière d'impôts. Les milliardaires et leurs conseillers sont des experts en la matière. Principe de base numéro 4, la diversification. En principe, nous connaissons tous ce principe, ne pas mettre tous les jetons dans le même numéro. Cependant, il y a une différence entre savoir ce qu'il faut faire et faire ce que l'on sait. Il y a 4 façons principales de diversifier efficacement. Diversifier dans différentes classes d'actifs. N'investissez pas tout votre argent dans l'immobilier, les actions, les obligations ou toute autre catégorie d'investissement. Diversifiez au sein des classes d'actifs. Évitez d'investir tout votre argent dans une action préférée, comme Microsoft, ou dans une propriété en bord de mer qui peut être détruite par une tempête. Diversifiez sur les marchés, les pays et les monnaies du monde entier. Comme nous vivons dans une économie mondiale, plusieurs options de devises sont à votre disposition pour investir. Ne placez pas tout votre argent dans la monnaie de votre pays. Diversifiez vos placements dans le temps. Il est pratiquement impossible de connaître le moment optimal pour acheter quoi que ce soit. Cependant, si vous continuez à développer vos investissements de manière ordonnée au fil du temps, vous réduirez vos risques et augmenterez vos rendements. 5e enseignement, la plus grande menace qui pèse sur votre réussite financière est votre propre cerveau. Il est possible de tout faire correctement, investir dans des fonds indiciels à faible coût, minimiser les frais et les impôts, diversifier dans le temps et les actifs, et d'obtenir malgré tout un résultat médiocre ou inférieur à la réalité. Quelle est la dernière pièce du puzzle? Votre propre cerveau. Malheureusement, le cerveau humain est parfaitement conçu pour prendre des décisions stupides sur le marché boursier. En fait, les neuroscientifiques ont découvert dans leurs études que les pertes financières sont traitées dans la même partie du cerveau que celle qui réagit aux menaces mortelles. Vous savez maintenant pourquoi de nombreuses personnes se cachent sous leur lit lorsque le marché se dégrade. Il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire, il faut aussi faire ce que l'on sait. Voyons comment y parvenir en examinant les erreurs que votre cerveau reptilien commet à votre place sur le marché boursier. 1. Il confond les événements récents avec les tendances actuelles. Les investisseurs projettent dans l'avenir ce qu'ils ont vu le plus récemment. C'est ce qu'on appelle le biais de récence. C'est une autre façon de dire que les expériences récentes ont plus de poids lorsque notre cerveau détermine les chances que quelque chose se produise à l'avenir. C'est pourquoi les gens achètent davantage lorsque le marché est en hausse et vendent tout lorsqu'il est en baisse, alors que la chose rationnelle à faire est tout à fait l'inverse. Pour contrer ce phénomène, il convient d'établir des règles d'allocation d'actifs. Par exemple, 20% du capital en obligations et 80% en actions. Rééquilibrer chaque année, quelle que soit l'évolution du marché boursier. 2. Il surestime vos capacités. Êtes-vous un conducteur au-dessus de la moyenne? Un amoureux au-dessus de la moyenne? Vous êtes plus beau que la moyenne? Si vous venez de crier oui, 3 fois vers l'écran, vous êtes peut-être victime d'un autre biais important en matière d'investissement. Il s'agit de l'excès de confiance. Pour les investisseurs, cela se traduit généralement par la conviction qu'ils peuvent battre le marché. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis simplement qu'avant de faire une telle déclaration, il faut se regarder dans le miroir et se poser une question simple, pourquoi ai-je un avantage par rapport aux autres? Si votre réponse est, tous les autres acteurs du marché sont des idiots ou parce que je suis tombé par hasard sur cette action extraordinaire que mon chauffeur de taxi m'a recommandée, vous vous voilez probablement la face. En revanche, si votre réponse est, parce que je passe de nombreuses heures chaque semaine à m'améliorer en tant qu'investisseur ou, parce que je connais de nombreux PDG qui aiment me donner des informations sur leur société cotée en bourse, vous avez probablement raison. Je plaisante à propos du délit d'initié, c'est 100% illégal. 3. Il cherche à confirmer ses convictions. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Votre esprit aime les preuves, en particulier les preuves de votre intelligence et de votre justesse. C'est pourtant contre-productif dans le domaine de l'investissement.
vous devriez plutôt chercher des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre choix d'action ou des personnes qui peuvent se faire l'avocat du diable avec vous. Il s'agit toujours de la dernière étape avant d'investir. Très bien. Il est temps de conclure. En résumé, le premier enseignement à tirer est de savoir que la plus grande menace pour la sécurité financière est la sortie du marché. Le deuxième enseignement est qu'il faut à tout prix éviter les frais, surtout s'ils entraînent une sous-performance des investissements. Le troisième enseignement est qu'un conseiller financier peut vous aider grandement dans votre cheminement vers la richesse, mais vous devez faire preuve de discernement lorsque vous le choisissez, car il a souvent d'autres priorités que vos gains en capital. Le quatrième enseignement est suivre les 4 principes fondamentaux, éviter de perdre, créer une relation asymétrique entre le risque et la récompense, réexaminer vos dépenses fiscales et diversifier. Enfin, le cinquième enseignement est que vous pouvez comprendre et mettre en œuvre les conseils 1 à 4 et continuer à sous-performer sur le marché si vous n'apprenez pas comment votre cerveau essaie constamment de vous tromper et de vous faire prendre les mauvaises décisions concernant vos investissements. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions s'il y a des livres sur l'investissement, les finances personnelles ou la gestion de l'argent que vous aimeriez que je résume. Je mettrai les liens vers le livre et le livre audio dans la description ci-dessous. Si cela vous intéresse, jetez-y un coup d'œil. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type à l'avenir, n'oubliez pas de me laisser un like et de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci d'avoir regardé.